Bonjour. Ah, super. Bonjour à tous. Je suis ravie d'animer cette table ronde sur la thématique santé et intelligence artificielle. Donc on va avoir 4 intervenants qui sont des professionnels du secteur. Et donc notre sujet principal, ça va être de voir un peu avec eux comment les données sont utilisées aujourd'hui au service de notre santé, quels sont les impacts pour les médecins et quelles sont les limites également pour les patients. Donc je vais d'abord les laisser se présenter rapidement et puis nous faire part également de leur contexte professionnel respectif pour qu'on comprenne bien les périmètres en termes de données dans un premier temps. Alors bonjour à tous, je m'appelle Carole Matelin, je viens de Strasbourg. Je suis chirurgien du sein depuis une trentaine d'années et je suis présidente de la Société internationale de cénologie. Donc c'est à ce titre que j'interviens, puisqu'on utilise maintenant l'intelligence artificielle dans notre service depuis à peu près 4 ans. Bonjour, donc David Guèze. À l'origine, je suis cardiologue et depuis quelques années ou décennies, je travaille dans un laboratoire pharmaceutique où j'ai fait beaucoup de développement de médicaments. Et il y a 3 ans, j'ai fait une rupture avec le développement du médicament. Je me suis lancé dans l'implantation et la création d'une structure qui en fait a pour objectif, par le biais de biomarqueurs et par le biais de solutions innovantes, de constituer un portefeuille de solutions numériques dans l'objectif d'aider au maximum, je dirais, les patients et les professionnels de santé pour réduire tout ce qui est fardeau, des coûts, des douleurs, du temps perdu, et in fine, à la fin, avec des données qui sont un peu mieux tracées et qui représentent vraiment ce qu'il y a de mieux en qualité, de mieux comprendre et l'évolution d'un patient, donc patient par patient, mais aussi des pathologies entières, puisqu'aujourd'hui les dossiers sont plutôt endormis dans des grands tiroirs et qu'à un moment ils se perdent et que personne ne va les voir. Donc là, l'idée, c'est de faire que les données vivent. Voilà, c'est un peu l'objectif final. Bonjour à tous. Julien Méraud, je suis directeur marketing et produits chez Doctolib. Nous, on a un objectif qui est assez simple, c'est de redonner du temps médical aux professionnels de santé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de temps qui est passé sur la gestion de l'administratif. On leur fournit un outil qui leur permet d'avoir moins de rendez-vous non honorés, moins d'appels à leur cabinet, etc., pour se concentrer sur ce qui fait bien évidemment la richesse du médecin, qui est le temps médical. Aujourd'hui, on le fait en leur fournissant cet outil. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, il y a des personnes à cette table ronde qui travaillent sur ce type de sujet. Comment faire potentiellement pour les accompagner en utilisant de la donnée, en utilisant du prédictif, sur aussi la partie médicale et leur faire gagner du temps sur ce type de sujet-là. Nous, on a une vision qui est très simple. On n'est pas médecin. On est juste des entrepreneurs. On travaille main dans la main avec les médecins pour co-construire les solutions de demain. Aujourd'hui, on a 65 000 professionnels de santé qui utilisent nos solutions. Il y a énormément de technos qui existent et qui ont du mal à rencontrer de l'usage, à rencontrer des utilisateurs. Nous, on se dit, si la techno est bonne et si on co-construit ça avec des personnes meilleures que nous sur les sujets liés à la médecine, liés à la donnée, on peut sans doute réussir à faire quelque chose de top en France. Et donc, c'est dans ce cadre-là que je suis présent aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Guette, je suis pédiatre aux urgences, pédiatre urgentiste à l'hôpital Trousseau à Paris. J'ai la chance d'être à cette table ronde parce que j'ai un profil de recherche initialement plus porté vers les statistiques et l'épidémiologie, donc la recherche clinique un peu classique, mais avec un intérêt depuis assez longtemps sur comment utiliser les données qui sont dans nos dossiers médicaux informatisés pour faire de la recherche de bonne qualité. Je dirais qu'il y a 5-6 ans, je retrouvais peu d'écho dans le milieu médico-universitaire. J'ai eu la chance de partir 2 ans aux États-Unis et de me former dans un laboratoire d'informatique médicale à Harvard Medical School. Et en revenant, il y a maintenant 1 an, et voilà, on sent que les choses sont en train de bouger. Et donc, ça fait 1 an qu'on essaye maintenant de faire une interface entre des médecins qui ont une connaissance encore très grossière de ce que le monde de la data peut faire et des data scientists qui ont des méthodes qui maintenant fonctionnent très bien. Mais il faut maintenant faire converger ces 2 corps de métier pour pouvoir arriver à des applications concrètes et intéressantes. Merci. Donc, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet,
Je vais peut-être plus m'adresser d'abord à Carole et Romain en vos qualités de professionnels de santé. Quelles sont aujourd'hui en fait les difficultés que vous rencontrez dans votre quotidien? Je parle vraiment d'un point de vue lié à la donnée évidemment. Et on a un peu déjà évoqué des technologies qui existent. Quelles sont-elles et comment vous les utilisez dans votre quotidien aujourd'hui? Alors, je parle pour moi, je suis spécialiste de cancer du sein. Et ce qui m'a interpellée, j'ai commencé ma profession il y a à peu près 33-34 ans. On avait 25 000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année. Et en date d'aujourd'hui, on est à peu près à 58 000. Donc vous voyez, c'est un cancer qui a plus que doublé. Et les médecins, sur un plan international, n'arrivaient pas à comprendre cette augmentation. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers la data science, vers l'intelligence artificielle, pour essayer d'exploiter ce que vous disiez, nos belles endormies, pour essayer de comprendre les causes de ce cancer. Et c'est assez fabuleux. Je peux peut-être juste raconter une anecdote. Lorsqu'on s'est rendu compte que les cancers du sein pouvaient être liés à des professions particulières, et je pense en particulier à nos infirmières qui travaillent de la nuit. Elles font plus de cancers du sein que les autres. Mais pour démontrer ça, on avait mis 30 ans dans le service. Il avait fallu recruter des infirmières à 30 ans, les suivre tous les ans, et finalement regarder, lorsqu'elles avaient 60 ans, combien avaient fait de cancer du sein si elles travaillaient la nuit et combien avaient fait de cancer du sein si elles travaillaient le jour. Donc pour avoir cette réponse-là, 30 années de boulot. Avec l'intelligence artificielle, en croisant les données du service de médecine du travail et notre service, on a abouti exactement au même résultat en un petit peu d'un mois, je dirais. Donc il y a une accélération fabuleuse du temps de la découverte. Et je citerai peut-être d'autres anecdotes tout à l'heure. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Carole, effectivement, sur le plan de la recherche, on voit bien que ces données-là et leur exploitation, elles nous permettent de gagner énormément de temps et d'argent. Juste un exemple très rapide en pédiatrie, on a, si vous avez des enfants, un carnet de santé avec des courbes de croissance et il faut suivre le poids, la taille et le tour de tête des enfants et on les met sur des courbes qui en principe sont des courbes qui représentent la population générale. Ces courbes, elles dataient des années 80, ça avait mis des années pour pouvoir les faire et on ne les refaisait pas parce qu'il fallait prendre 5 000, 10 000 enfants et les suivre pendant 18 ans pour voir comment est-ce qu'ils allaient grandir et les reporter sur des courbes. Ça a coûté extrêmement cher. Actuellement, il y a eu des nouvelles courbes de croissance qui ont été faites. Ça a pris à l'équipe de recherche 3 semaines, le temps d'avoir les données d'un grand nombre de médecins qui, de toute façon, dans leur pratique courante, prennent les poids, les tailles et les tours de tête des enfants. Et en 3 semaines, il y a des nouvelles courbes qui ont été faites. Donc c'est sûr que sur le plan de la recherche, on a énormément d'opportunités. Pour revenir sur les difficultés, alors je parle de mon travail. Nous, on a plus de 50 000 visites par an aux urgences. Ça en fait entre 150 et 200 par jour. On a un débit très important de médecins et donc il y a des difficultés tout simples qui sont simples à comprendre pour des data scientists. Ces patients qui viennent, on a très peu de temps, on a 10 minutes, il faut prendre des données pour comprendre quel est leur problème, en les interrogeant et en les examinant. Il faut penser à prendre toutes les données qui sont importantes et ensuite il faut pouvoir processer toutes ces données pour pouvoir ensuite faire des hypothèses diagnostiques et savoir comment traiter le patient. Et on comprend bien qu'il y a un grand nombre de données qu'il faut prendre, on a très peu de temps pour le faire et qu'effectivement on fait parfois des erreurs, on se trompe, on ne pense pas toujours aux bonnes données à prendre et c'est là où effectivement on se dit que le monde de la data a probablement des solutions. D'autres difficultés très rapidement, on a aussi énormément de temps passé dans notre travail quotidien qui ne nécessite pas des compétences d'une personne qui a appris la médecine pendant 10 ans ou ne serait-ce même pour des infirmières pendant 3 ans. Et donc on a un grand nombre de tâches qui nous prennent du temps et qui n'utilisent pas les compétences que l'on a. Et ces tâches-là, il faut pouvoir les identifier et peut-être pouvoir les faire faire par des algorithmes qui nous aident. Troisième difficulté, les données qu'on utilise, il faut qu'elles soient rentrées par les médecins et actuellement, c'est compliqué, c'est difficile, les systèmes ne sont pas toujours bien faits, ça prend du temps et donc il y a toute une difficulté à comment faire pour que les médecins rentrent des données de bonne qualité dans les dossiers. Voilà en tout cas quelques difficultés au quotidien que nous avons. Et donc vous parliez effectivement par rapport aux données, donc il y a le traitement de gros volumes de données effectivement d'une part, et il y a aussi collecter la donnée en tant que telle au plus près en fait de
de la réalité du quotidien du patient. Voilà, je pense que là-dessus, David peut nous parler d'objets connectés. Voilà. Donc, en effet, tout le problème aujourd'hui dans la médecine, enfin, je pense qu'on va être un petit peu d'accord, j'espère, c'est de dire que voilà, on a beaucoup d'outils, on a créé des tests diagnostiques, on a créé la radiologie, parler du cancer du sein. Et aujourd'hui, le problème, c'est pas tellement l'outil, c'est la manière dont c'est utilisé. Et puis, je dirais, les nouveaux usages, les nouvelles technologies qui permettront peut-être, en effet, de plus passer 1 heure ou 2 heures ou 3 heures ou 4 heures à perdre du temps, voire, je dirais, à se tromper, parce que parfois on se trompe. Hein. L'œil humain ne peut pas voir trop petit, et parfois quand il voit 10 fois la même chose, il ne voit plus la 11e fois. Donc vraiment aujourd'hui, les solutions que nous développons dans un portefeuille qui existe, puisqu'on travaille en partenariat avec, je dirais, tout ce qui a de mieux, enfin on espère, on sélectionne beaucoup les startups avec lesquelles on travaille dans le monde entier. Depuis 3 ans, j'ai environ vu à peu près 1000 startups. On a des critères assez durs de sélection qui correspondent à nos critères. Ça ne veut pas dire que quand on ne prend pas une start-up, elle n'est pas bonne. Mais donc ces solutions, elles ont toujours comme objectif de récupérer le biomarqueur ou de l'interpréter le plus rapidement possible et de la manière la plus fiable possible. Puisque en fait, le vrai problème, c'est la fiabilité de la data. Et deuxièmement, le fait qu'elle soit connectée, qu'elle arrive directement et rapidement, qu'elle soit stockée quelque part où on peut la réutiliser. Et troisièmement, que cette donnée, elle serve à, premièrement, briser tous les silos qu'il y a entre tous les professionnels de santé, mais aussi avec le patient. Parce qu'aujourd'hui, le patient, moi, si demain je suis malade, j'ai envie de savoir ce que j'ai envie de me suivre, etc. Et donc, on a des outils aujourd'hui, voilà, on regarde la météo, on regarde le trafic, j'ai quand même le droit de regarder comment évolue. Et si je voyage, j'ai le droit aussi d'avoir mon dossier avec moi, d'aller voir un autre médecin, etc. Donc c'est important aujourd'hui de briser ces silos, de faire que les données soient très fiables et déjà à l'origine que ces raw data soient vraiment numérisés et non pas après. Parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de data qui sont entre guillemets qu'on entre en PDF dans des ordinateurs et surtout faire que le lien, le parcours du patient, puisque le vrai problème c'est le parcours du patient, entre l'hôpital, son domicile, entre son domicile, son travail et parfois retour à l'hôpital, soit le plus léger, le plus simple, le plus rapide possible. Donc les solutions développées sont des solutions qui utilisent des softwares pour l'imagerie, par exemple, du voice recording. Rien que dans la voix, on peut savoir un grand nombre de choses. C'est un problème de données et ensuite de base de données. On a des sensors, on a toutes ces solutions innovantes qui permettent de capter immédiatement et d'informer, voire d'être frotté à des bases de données. D'où l'importance entre guillemets, des données endormies. Elles sont aussi importantes, mais elles sont importantes pour pouvoir être utilisées par rapport à des données entre guillemets vivantes. Voilà. Je peux apporter une toute petite précision. Ce qui a fait qu'on a réussi à sauver des vies dans le domaine du cancer du sein depuis qu'on fait de l'intelligence artificielle, c'est qu'on a pu utiliser toutes nos données endormies, donc tous nos dossiers. On a des cohortes avec à peu près 30 000 dossiers de patientes où il y a des lettres de sortie, des radios, des IRM, des scanners, etc. Et nous ne rentrons rien, il n'y a pas de perte de temps humain à rentrer des données. Ce sont des données qui sont lues par des systèmes d'intelligence artificielle, donc 0 temps de perte médicale. Par exemple, dans le cancer, aujourd'hui, on a une solution qu'on développe pour les tumeurs solides qui permet d'avoir toutes les données du patient de manière numérique et qui sont partagées avec l'ensemble du collège, quoi. Donc on arrive, on parlait d'économie, à faire gagner une demi-journée de travail d'un radiologue ou d'un oncologue, ce qui est énorme. Parce qu'on imagine un patient, mais dans des centres de cancéro, on sait très bien que le nombre de patients, l'attente, parfois le diagnostic et le suivi ne sont pas très bien faits. Il y a beaucoup de choses qui interviennent chez un patient, un traitement, je sais pas, une grippe, une nouveauté thérapeutique qui font que aujourd'hui, on a suffisamment de choses pour au moins éviter probablement 20 à 50% d'attente, peut-être d'erreurs, qui s'appellent des erreurs, dans le sens où la précision est moins bonne. Et
puis de la prévention, parce qu'en fait, les deux vrais problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est d'être beaucoup plus précis dans ce qu'on fait, et puis de prévenir tout ce qu'on peut prévenir et qu'on connaît. Aujourd'hui, dans le diabète, par exemple, ça fait 40 ans qu'on a des traitements, ça fait 40 ans qu'on fait des études épidémiologiques sur des dizaines de milliers de patients. Le diabète augmente en incidence, ce qui est quand même pas tout à fait normal. Voilà. Peut-être que... Non, mais je reviens sur ce que médecin. vous étiez dit, puisque ce que vous avez dit, nous, depuis le premier jour, effectivement, l'enjeu, c'est l'usage. La technologie, c'est bien, mais la technologie sans usage, elle sert à rien. Un médecin français, en moyenne, il a 53 ans. Il utilise des outils qui, pour 90%, ne sont pas en SaaS. C'est-à-dire qu'il a des outils installés sur son ordinateur, puis quand il est chez lui, eh ben, il n'a plus accès à la donnée. Quand il regarde son téléphone, il n'a plus accès à la donnée. Il a une crainte aussi vis-à-vis de la donnée médicale qui est légitime. La donnée, c'est aussi sa donnée, c'est ses patients. Et donc, il faut savoir donner de la confiance autour de ça. C'est vrai que souvent, je dis, on est 650 chez Doctolib, et les gens me regardent et me disent, mais qu'est-ce que vous faites à 650 ? Vous regardez dans le blanc des yeux toute la journée. Et je leur dis, non, en fait, à 650, on va rencontrer les médecins toute la journée, ville par ville, rue par rue, cabinet par cabinet. Parce qu'en fait, quand vous avez un cabinet médical où la moyenne d'âge est à 50 ans et vous avez des outils qui sont les mêmes utilisés depuis 15 ans et qui sont très faiblement vecteurs d'innovation, eh bien, vous vous retrouvez un peu face à un mur. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a fait, on l'a fait sur quelque chose qui est très simple, hein, la prise de rendez-vous. Vous êtes patient, vous venez sur doctolib.fr, vous voyez un horaire, vous vous dites, bon, ils n'ont pas réinventé la roue, c'est assez simple, ça existait déjà sur l'hôtellerie, la restauration, le voyage, donc l'avoir fait sur le médical, très bien. Par contre, pour le faire derrière, il a fallu vraiment qu'on soit présent sur le terrain. Et tout ce dont vous parlez depuis tout à l'heure, et dans tes 3 points, le deuxième et le troisième point, étaient liés à ça. Il y a des innovations incroyables qui sont en train d'être réalisées. Et donc nous, on veut juste être un vecteur de communication et d'usage autour de ces innovations. Le DMP, c'est génial, mais quand vous allez voir un médecin et que vous lui montrez le petit icône DMP en haut à droite de son logiciel, il vous regarde, il ne sait pas que ça existe, il clique, il a le bruit qu'on entend sur les anciens ordinateurs, vous savez, le dong de Windows 95, et puis derrière, il abandonne. Sur des sujets très concrets, comme vous l'avez présenté, il y a des résultats, des résultats très, très concrets qui ont eu lieu, parce qu'on est sur quelques professionnels de santé qui ont sans doute été enrôlés un par un pour partager la donnée. Maintenant, quand je parle des dizaines de milliers de médecins généralistes, on se rend compte que pour générer de l'usage, générer de la donnée, être capable de leur montrer à quel point la donnée peut les aider dans leur quotidien, il y a encore pas mal de boulot à faire. Je me tourne vers le Dr Gage. Tu me disais que tu es médecin urgentiste. Aujourd'hui, je suis un patient. Il m'arrive un truc. Je dis ça de manière très, très large, très, très générique. Aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi faire. J'appelle le 15, j'appelle le 18. Ils vont m'envoyer un camion. Je cherche sur Internet de l'information. Je tombe sur de la mauvaise information. Résultat des courses, qu'est-ce que je fais ? Je vais dans des services d'urgence où il y a des personnes qui ont fait 12 ans d'études et qui m'accueillent et qui m'écoutent. Sans doute que le triage qui est fait au quotidien par les médecins urgentistes, que ce soit dans les services d'urgence ou que ce soit au téléphone par le SAMU, les pompiers, sans doute qu'il pourrait être fait de manière un peu plus automatisée, être capable de rassurer les patients, être capable de dire qu'effectivement il y a un enjeu très fort et qu'il faut très rapidement se rendre dans un service d'urgence, ou au contraire rassurer. Et pour faire ça, il faut avoir des outils, ce que tu es en train de faire, mais il faut aussi donner la confiance dans les outils. Et là-dessus, on se reparlera, je l'espère, plus tard pour se dire comment on peut faire ça. C'est vrai qu'on parlait effectivement beaucoup de gains de temps, d'éviter les erreurs humaines, etc. Finalement, tout ça revient également à optimiser les systèmes de santé, à limiter les coûts, que ce soit dans les hôpitaux, etc. Voilà. Est-ce que vous sentez cette transformation aussi au niveau vraiment plus global des systèmes de santé ou pas encore ? Alors peut-être pour ma part, ce qui me paraît intéressant, c'est la lecture. Je reviens toujours au cancer du sein.
En France, il faut 2 radiologues pour lire une mammographie. C'est obligatoire dans le cadre du dépistage organisé. Donc l'idée qu'on a maintenant, c'est qu'un radiologue continue à lire la mammographie, mais que la deuxième lecture soit faite par un système d'intelligence artificielle. Et ça, que je crois qu'on ne perdra pas le côté humain de l'interprétation, mais on va peut-être éviter l'erreur d'inattention, comme vous disiez, quand on a lu 100 mammographies dans la journée, peut-être qu'on ne va pas être performant à la 101e, mais l'intelligence artificielle sera là. Donc gain en qualité et en productivité. Concernant l'organisation des soins, alors je parle avec ma vision travaillant dans un hôpital parisien. En tout cas, dans ma vision, il y a 2 façons d'avancer dans la data et la médecine et qui ne sont pas opposées. Il y a effectivement essayer de réfléchir à des choses grandes sur vraiment l'organisation des soins et qui vont avoir un impact très fort sur, comme par exemple, tu le disais, comment faire un tri dès le SAMU sur les appels téléphoniques et puis rassurer les patients, les aider à une orientation, etc. Je dirais que c'est l'avenir. Je ne suis pas sûr encore que dans le milieu médical actuellement, structurellement, on est prêt à faire ça, parce qu'on a encore des sources de données qui sont extrêmement hétérogènes, des systèmes informatiques qui ne sont pas toujours à la pointe, et donc oui, il faut aller vers ça. Mais je ne suis pas sûr qu'on y est dans les prochaines années. Je crois qu'après, à côté de ça, il y a plein de tâches, plein de petites choses qui vraiment vont pouvoir aider soit à la prise en charge du patient, soit à faciliter le travail du médecin. Alors ça peut être effectivement la lecture dans le cancer du sein, et je dirais même que effectivement ça a déjà un impact important, mais ça peut être n'importe quelle petite tâche administrative dans un endroit donné qui va aider les médecins à aller plus vite. Et là, je pense qu'on a plus d'opportunités, et effectivement, on se dit que dans les quelques années qui viennent, on va pouvoir très vite voir l'intérêt de ces choses-là. Et c'est aussi d'ailleurs en montrant aux médecins l'intérêt de toutes ces techniques-là qu'il y aura une adhésion beaucoup plus importante et que les choses pourront bouger structurellement. Non, mais je pense qu'en effet, il y a l'hôpital. Est-ce que ça bouge dans les endroits où normalement ça doit bouger? Ça ne bouge pas assez vite, hein, parce que finalement, la vraie cible, c'est le patient. Est-ce que si on interviewait aujourd'hui, hier j'écoutais un tout petit peu l'interview des maires de France là, qui posaient des questions. Voilà. On avait un médecin qui est maire en même temps et qui dit voilà, chez moi, il n'y a plus de médecins, puis il y a quand même des gens qui souffrent. Hein. Donc comment on fait pour atteindre les patients à l'hôpital ou ailleurs, et comment on fait pour que ces données soient, je dirais, communiquent avec les acteurs qui vont pouvoir prendre des décisions, en tout cas prendre des vraies décisions. Hein. Je pense que j'aime bien Steve McQueen. Voilà, j'ai appris très récemment qu'il est mort d'un cancer, mais que son cancer était dû au fait que quand il était jeune, il a travaillé dans la marine, et qu'à l'époque, dans la marine, on utilisait beaucoup d'amiante. Donc, je pense que voilà, il y aurait eu des données qui auraient été stockées, qui auraient été vivantes et qui auraient pu être travaillées. Il serait arrivé, il aurait eu un profil, et puis on aurait probablement évité. Je parle d'un exemple parce que voilà, il faut toujours mettre des noms sur des choses. Donc, comment aujourd'hui on prépare on prépare demain, parce que si aujourd'hui on commence pas, et donc il faut pas lancer des appels. Hein. Il faut vraiment le faire et se battre contre parfois des, entre guillemets, c'est pas que des administrations, c'est des organisations. Hein. On ne parle pas du public ou du privé, mais c'est des organisations qui ont tout intérêt à développer, entre guillemets, ces innovations et ces business. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous prenez une ville en Chine qui a 25 millions d'habitants. Hélas, ils ont une politique qui fait que quand il y en a un qui décide, tout le monde applique. Ils font des health cities. C'est-à-dire qu'il y a 23 millions de patients qui vont être connectés. Je peux vous dire que la valeur des données recueillies sur ces 23 millions de patients, elle va écraser tout ce qu'on a comme dossier, là, ce papier, ou même qu'on va pouvoir faire chacun de son côté. Le problème, c'est vraiment c'est plus que de briser les silos, parce que les silos, quand il y en a, c'est compliqué, mais c'est de réunir ceux qui ont envie de travailler ensemble. Donc ça se développe en Finlande, donc voilà, quand est-ce que en France par exemple ou ailleurs, on dira tiens, c'est génial comme idée, allez, on y va, on applique. Voilà, le dossier médical partagé, ok, en France on est très très fort sur l'intelligence artificielle.
Voilà. Sauf que c'est Montréal la 3e ville, c'est San Francisco la 1re, et nous, on a loupé probablement un coche. Donc comment on fait pour éviter la 2e erreur, puisqu'on la connaît la 1re? Et la data, c'est pas simplement pour s'amuser, hein, c'est parce que derrière, elle a une valeur mais inestimable qui va permettre d'accélérer, qui va permettre de réduire vraiment le fardeau qu'on a. Alors, moi, je parle de maladie, parce qu'on est quand même quelques-uns à nous intéresser à ça. C'est à ça que ça sert. Voilà. Et si on n'a pas ça, on peut avoir tout le reste, les meilleurs IRM, les meilleurs médicaments, ça ne servira à rien. Oui, pour compléter ce qui a été dit, et pour répondre à votre question sur est-ce qu'une transformation est en cours, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté de transformation. C'est-à-dire qu'on voit le plan Ma Santé 2022, on voit les discussions qu'on est en train d'avoir. Il y a une vraie volonté de transformation parce qu'il y a de plus en plus de personnes au sens large, que ce soit des professionnels de santé ou des acteurs privés, qui se rendent compte de l'intérêt de cette transformation. Maintenant, ce qui est vrai aujourd'hui, c'est qu'il faut se rendre compte de où on en est. Aujourd'hui, 99,9% des ordonnances en France, elles sont papier. Vous allez voir votre pharmacien, si vous avez perdu un bout de papier, vous devez retourner voir le médecin, qui potentiellement peut vous refacturer 25 € et donc refacturer la sécurité, la sécu de 25 €. Ça dépend des médecins. Les médecins vont écrire l'ordonnance sur un bout de papier. Si demain on vous disait que pour aller prendre l'avion ou prendre le train, vous deviez imprimer un billet d'avion et vous rendre à l'aéroport avec un billet d'avion imprimé. Alors, il y a mes parents qui le font encore, par exemple, mais c'est de plus en plus rare. Et en fait, cette situation, on en est presque dans une situation où, en fait, ça choque personne, en fait. Tout le monde se dit, bah ouais, l'ordonnance, c'est un bout de papier et c'est comme ça. Moi, je suis tombé sur l'épaule il y a 2 mois. Rien de grave, je vous rassure, je commence à récupérer un peu de mobilité. J'ai fait 3 radios. Les radios, elles sont dans le coffre du scooter, de mon scooter. Quand je vais voir le radiologue, le chirurgien et le kiné, ils n'ont aucun moyen de communiquer entre eux. Leur vecteur de communication, c'est moi. Donc c'est moi qui répète à la kiné ce que le chirurgien m'a dit. Alors j'espère que je ne me plante pas et que du coup la rééducation est bonne. Et il se trouve que moi, c'est un cas assez mineur et j'espère que dans 3 mois, tout ira parfaitement pour cette épaule gauche. Mais en fait, dans le cas de pathologie lourde, c'est un peu inquiétant de se dire ça. C'est un peu inquiétant de se dire que vous faites une prise de sang et 3 jours après, vous vous évanouissez. Vous arrivez aux urgences, le service d'urgence ne sait absolument pas que vous avez telle pathologie. Et en fait, il faut clairement redonner confiance, enfin pas redonner, donner confiance aux acteurs pour pouvoir d'ailleurs déployer tout ce qui se fait dans des dizaines d'autres secteurs d'activité. Et de se dire qu'en plus, la santé, ce n'est pas un secteur comme un autre, c'est quasi le plus important en réalité, puisqu'en fait, on parle tous du fait qu'on soit là aujourd'hui, qu'on soit plutôt bien portant et qu'on vive le plus longtemps possible. C'est quand même dommage qu'on arrive à se dire que Amazon peut prédire que comme moi, j'ai acheté un lecteur DVD et la saison 1 de Game of Thrones, je vais potentiellement avoir envie d'acheter la saison 2, et de se dire que sur la santé, on n'arrive pas à prédire un truc qui peut m'arriver dans 5 ans, parce que les données, comme vous le disiez, elles ne sont pas stockées de manière structurée, normalisée, mais j'ai 5 tests sanguins avec des résultats en PDF, et si je veux suivre l'évolution de mon taux de transaminase, c'est à moi de m'amuser à tracer la courbe sur Excel. Et ça c'est un peu dommage. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut aujourd'hui qu'on arrive à faire changer. Donc il y a une volonté de transformation. Maintenant, réunissons tous les acteurs, réunissons notamment le plus de médecins possible pour faire en sorte que cette volonté de transformation se transforme en acte concret. Et donc là, vous avez commencé un petit peu à évoquer les limites d'un point de vue données, du fait qu'il y a encore donc énormément de formats papier. Est-ce qu'on peut aussi, sur le temps qui nous reste, parler des limites, mais plus liées aux soins du patient? Donc ce que j'entends par là, c'est par exemple la télémédecine, on en dit beaucoup de bien. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu des limites en termes de contact humain sur ce genre de nouvelles technologies? Je pense qu'il faudra être capable de mettre le curseur au bon endroit. En tout cas, je serais intéressée d'avoir votre avis là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, je prends la parole tout de suite, parce que le contact aujourd'hui du patient avec des technologies, il est parfois assez douloureux, hein, alors qu'on a des technologies qui sont beaucoup plus simples. Hein. Donc, je pense qu'en effet, il faut revoir, et c'est une question de communication, c'est une question d'explication. Il vaut mieux passer du temps à parler aux patients
de ce qu'on lui propose de nouveau, parce qu'il va sinon en discuter avec quelqu'un d'autre et qui va lui dire « Attends, je ne connais pas ». Et l'aider à être, entre guillemets, un acteur, lui dire, voilà, c'est important que vous portiez ça, que vous ayez ça, que vous participiez, etc. Plutôt voilà, que de se dire, bah, mes données, elles sont à moi, je ne veux surtout pas que ça soit numérisé parce que j'ai peur que ça soit volé. Aujourd'hui, quand on est malade, je pense que ce qui est important, c'est de s'occuper de soi, mais de se dire qu'il y a d'autres personnes qui ont la même maladie, qui pourraient avoir la même maladie. Et donc, c'est ce bénéfice indirect aussi qui est important de prendre en compte. Et je pense qu'aujourd'hui, les patients, il suffit de leur parler pour qu'ils comprennent. Parce que quand vous souffrez, bah, vous n'avez pas envie que les autres souffrent, hein, à moins d'avoir une autre maladie. Mais dans ce cas-là, c'est intéressant aussi peut-être de le prendre en compte. Donc, importance d'expliquer bien le bénéfice direct qu'il a avec son médecin, c'est-à-dire que son parcours va être fluide, va être 10 fois meilleur. Hein. Je ne me rappelle plus du nom du médicament que je prends. En effet, je suis tombé, j'ai perdu connaissance. J'ai un cholestérol. Enfin, moi, je connais tout ça, mais le patient, il ne connaît pas, il ne sait pas répéter. Il ne connaît pas les valeurs. Même moi, aujourd'hui, il y a des valeurs dans des hyperspécialités que je ne connais pas et que je ne pourrai jamais apprendre parce qu'on ne peut pas tout apprendre. Et le bénéfice indirect, il faut lui en parler aussi. Donc, voilà, dire qu'il faut... Les choses sont sécurisées, il y a des lois aujourd'hui européennes, il y a des décrets, mais c'est très bien tout ça. Simplement, il faut s'en servir. Il faut s'en servir en disant, bah, vous inquiétez pas, c'est bien, ça sera bien fait, ça sera fiable, ça sera sécurisé, etc. Et voilà à quoi ça va servir. Ce n'est pas uniquement faire quelque chose pour éviter, on ne sait pas quoi. On ne va pas aller proposer à des patients d'acheter des choses grâce à Amazon. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème de la donnée numérisée, c'est qu'elle pousse à la consommation. Un patient, il ne va pas consommer des médicaments tout seul, ou des radios, ou des injections de je ne sais pas quoi, des artériographies ou des coronarographies. Hein. Moi, j'apporterai aussi une petite expérience sur la question. La télémédecine aide beaucoup le patient, notamment le patient rentre chez lui après une intervention chirurgicale. Donc les gens sont contents de rester peu à l'hôpital puisqu'il y a des infections nosocomiales, etc. Donc le retour à domicile est apprécié. La télémédecine permet de surveiller des drains, etc. Et ça, c'est très bien vécu. En revanche, ce qui serait très mal vécu et ce qu'on ne fait pas, c'est faire une annonce par télémédecine. C'est-à-dire quand le patient a été opéré, au bout de 8 jours, on a ses résultats. Et il faut dire, madame, il y a besoin d'une chimiothérapie, vous avez tel risque, etc. En aucun cas, on le fait à travers un écran. On ne pourrait pas fermer la machine et laisser la personne sans ressources psychologiques, tout seul avec sa souffrance. Donc oui, à la télémédecine, mais pas pour tout. Et pas non plus pour la prédiction. Tout à l'heure, on parlait de prédiction. J'aimerais bien savoir ce qui va m'arriver dans 5 ans. Mais tout ce qui est test génétique, on ne peut pas le dire par télémédecine. C'est du contact direct, c'est avec du temps, etc. Et c'est du bénéfice indirect, c'est-à-dire que mon profil, votre profil, il sert à améliorer notre connaissance sur une pathologie ou sur des liens entre des pathologies. Demain, on va découvrir des liens entre le diabète et le Parkinson, par exemple. Peut-être pas vrai, mais on ne sait jamais. Les données, elles servent à ça. Et donc, ça servira à détecter peut-être ou à surveiller plus un patient dans ce contexte. Donc, je pense qu'on a tous à y gagner, les médecins aussi bien que les patients, et tous les professionnels de santé d'ailleurs, l'hôpital et le citoyen, puisque derrière, c'est de l'argent qu'on va pouvoir réinvestir dans autre chose, et probablement dans le temps passé avec le patient et le temps passé entre professionnels de santé, hein, tout simplement. Mieux travailler ensemble et non pas être... C'est vrai que le modèle du médecin... J'ai commencé, quand j'étais interne, je faisais des remplacements. J'avais un cabinet, je remplaçais un médecin qui avait 60 ans, qui voulait s'arrêter. Vous êtes tout seul. Hein. Vous n'avez aucun contact avec d'autres personnes. Hein. Vous voyez 20 patients, 30 patients par jour. C'est déprimant, quoi. En gros, aujourd'hui, je ne vois pas comment travailler dans ces conditions est un plaisir. Ça ne peut pas être un plaisir. Donc il faut trouver... Et le numérique, et la data, et tout ce qu'on développe aujourd'hui, avec des outils connectés, avec des partages, c'est l'avenir et c'est ce qu'il faut faire, parce qu'on ne voit pas comment imaginer la vie autrement. Pour apporter une toute petite précision, nous, on travaille sur l'exploitation de toutes nos données cancer du sein d'Alsace avec Quantimétrie, et il fallait que les patientes signent un consentement. Donc on a demandé à toutes ces femmes, est-ce que vous acceptez qu'on utilise vos données? Et sur les 18 000 dernières données, il y en a une qui a refusé de donner ses données, et c'est un médecin.
Mais toutes les autres acceptent volontiers que leurs données servent à la communauté. Enfin, quand même, pendant 3-4 ans, on a fait des lois pour bien protéger, donc on a dépensé beaucoup d'argent, alors que, in fine, il faut éviter de trop faire de process, il faut agir. Aujourd'hui, ce que vous racontez, c'est à quoi ça sert d'avoir une loi, mais évidemment que c'est protégé. On est quand même dans des pays légèrement civilisés, hein, une fois, pas trop, mais... Et donc là, dans nos contextes, on ne va pas s'amuser à rendre les gens malades. Sauf qu'on peut les rendre malades, hélas, par inadvertance, avec de la nourriture, avec des environnements, etc. Et ça, on ne s'en occupe pas du tout. Aujourd'hui, je sais pas, on pourrait avoir des sensors qui mesurent chez le patient le taux de goudron qui se dépose quand ils font du scooter ou je ne sais pas quoi, et peut-être avoir un seuil d'alerte et de mieux les surveiller pour savoir s'ils vont pas faire... Enfin, c'est pas pour vous affoler. Hein. Vous me faites un peu peur, je vais peut-être repartir en métro du coup. En métro, c'est pire. Mais sur la télémédecine, c'est intéressant de constater qu'on a été assez innovant en France, puisque la téléconsultation est aujourd'hui remboursée par la Sécurité sociale depuis le 15 septembre, sous des conditions qui sont plutôt des conditions qui, à mon sens, vont dans le bon sens d'un point de vue médical. Ce n'est pas une ouverture du type je peux à minuit parler à n'importe quel médecin. C'est dans le cadre du respect du parcours de soins, je parle à mon médecin traitant ou mon médecin traitant m'oriente vers un médecin spécialiste. Ce qui est assez intéressant, c'est que nous, forcément, chez Doctolib, on s'est penché sur la question. On a d'ailleurs annoncé le lancement d'un outil de téléconsultation qui est en cours de test actuellement et qui sera live pour début janvier. Et on a essayé de regarder ce qui se faisait dans le monde sur la téléconsultation. Et en réalité, il y a très très peu de littérature sur le sujet. Donc la téléconsultation, elle est développée pas mal dans le nord de l'Europe, parce qu'en réalité, la notion de médecin traitant et la notion de médecin de ville, de proximité, est beaucoup plus faible. Le DMP est très fortement déployé. Vous allez dans des centres de santé dans lesquels vous êtes accueilli par un médecin généraliste qui n'est pas forcément celui que vous connaissiez au préalable, mais comme il a accès très facilement à tout votre historique, eh ben, il peut faire une consultation de qualité. Et donc, dans ce cadre-là, en Europe du Nord, la téléconsultation est assez développée. Ça reste 2 à 3% des consultations médicales qui sont en réalité effectuées à distance. Mais donc, on a en France un terreau pour apprendre, faire des téléconsultations, faire ce que j'appellerais des bonnes téléconsultations, c'est-à-dire un patient connu du médecin qui a vu son médecin au cours des 12 derniers mois en présentiel et donc qui va faire une consultation à distance dans ce cadre-là. Bien évidemment, dans le cadre de la sortie de l'hôpital, une téléconsultation de suivi avec le chirurgien qui m'a opéré. Et donc, aujourd'hui, on n'a pas encore d'informations. On a fait, pour la petite histoire, la vraie première téléconsultation sur Doctolib hier. On en a réalisé une dizaine depuis hier matin avec un vrai médecin qui a parlé à un vrai patient, qui a donné lieu à une télétransmission, ce qui en réalité a l'air simple, mais se dire que le médecin il n'a pas la carte vitale du patient et il doit facturer, en réalité c'est pas si simple que ça. Il doit faire une ordonnance sans avoir le patient en face de lui, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a aucune loi précise qui existe pour dire le pharmacien acceptera l'ordonnance sous telle ou telle condition. Donc dans les jours qui suivent, on va voir si les ordonnances qui ont été émises seront vraiment utilisées, mais on en est encore à ce niveau-là. Et peut-être que dans 1 an ou 2, il y aura des dizaines de milliers de téléconsultations qui auront été réalisées avec est-ce que le médecin a jugé que la téléconsultation était pertinente, quels critères font qu'elle était pertinente ou elle ne l'était pas. Et là-dessus, on va pouvoir apprendre et je pense qu'on va pouvoir innover en France sur ce sujet-là assez fortement. Merci beaucoup. Je vois qu'on atteint la fin du temps réglementaire. Est-ce que peut-être il y a des questions dans le public ? Moi, j'aurais tendance à dire tournez-vous vers les métiers de la santé. Si vous faites de la data, il y a du travail. Hein. Vous serez peut-être les premiers. Donc, allez-y, plongez. Bonjour. Je voulais savoir quelle est la position de l'État là-dedans. Est-ce
je sais qu'ils ont toutes les bases de données de l'assurance maladie qui sont assez énormes. Est-ce qu'ils ont une position où ils sont volontaires, ou est-ce qu'ils essaient de limiter un peu, ou est-ce qu'ils font attention? Quelle est leur position en fait en tant qu'acteur dans ce domaine, dans le domaine de la santé et de la donnée? Merci. Il y a de plus en plus de volontarisme, et il y a vraiment, en tout cas, on sent un effort pour qu'on aille vers l'utilisation de la data en santé, même si c'est encore très verrouillé, même s'il y a beaucoup de freins et législatifs, et qui sont probablement pour certains totalement judicieux. Il y a aussi beaucoup de freins administratifs. Pour prendre par exemple les données de l'assurance santé, ces données, elles sont maintenant accessibles pour ceux qui les veulent. Alors, pour avoir essayé de travailler avec, c'est difficile de les obtenir, c'est difficile de les exploiter, c'est difficile de trouver quelqu'un qui sait exactement l'architecture. Voilà, elles n'ont jamais été faites pour ça. Mais en tout cas, il y a quand même cette volonté. Donc, on est dans un monde où les données sont en train de s'ouvrir. Il y a quand même des difficultés pour les obtenir, mais on sent qu'on va vers ça, et ça ne doit pas être un frein, même si c'est effectivement un facteur ralentissant et très chronophage. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si vous avez des questions par la suite, à contacter les différents intervenants. Je pense qu'ils prendront grand plaisir à vous répondre sur le salon. Voilà, merci beaucoup. Merci.